Journaliste, fondateur de Télé 7 Jeux, animateur en Europe 1, voici l'écrivain, c'est François Divot. Bonjour François Divot. Bonjour. Vous nous révélez des choses incroyables sur le plus célèbre des tableaux du monde, c'est évidemment la Joconde. Dans un livre étonnant, Mona Lisa parle. Vous lui donnez enfin la parole et ça y est, vous nous révélez qui c'est. Mais c'est moi, Mona Lisa, les confidences de la Joconde, voilà. Elle m'a glissé à l'oreille tous ses secrets. Oui. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je la fais parler après avoir mené une très longue enquête sur toute sa vie, de sa commande en 1503 jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors donc, ça y est, vous pouvez nous révéler qui elle est. Ah, ça bien sûr, ça je peux vous révéler qui elle est. Elle s'appelait Lisa Gherardini, elle était l'épouse de Francesco del Giocondo, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle la Joconde. Oui, donc voilà. pas de secret caché. Ah, il y a énormément de secrets, ou en tout cas de prétendus secrets, parce que vous savez, la Joconde, depuis 5 siècles maintenant, suscite les fantasmes les plus délirants. Et le nombre d'experts, ou prétendus experts plus exactement, dans le monde entier, qui croient toujours avoir trouvé la vérité sur la Joconde, mais on ne les compte plus tant ils sont nombreux. Alors, c'est une star, 25 000 visiteurs par jour, 8 millions par an qui viennent voir ce fameux sourire énigmatique, ce regard incroyable. Et oui, qui vous suit, le regard vous suit, où que vous soyez dans la pièce, ce sourire qu'on n'a jamais fini de décrypter vraiment. Mais j'explique aussi pourquoi. Elle raconte pourquoi. Pour la première fois, la Joconde vous fait ses confidences. Et c'est basé sur des faits réels, historiques. Ce qui est vous, d'ailleurs. Et non pas des spéculations de charlatans. C'est la Joconde qui parle dans votre livre. Oui. Vous vous mettez de l'autre côté et elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. On la trimballe pendant tous ces siècles. Il lui arrive des aventures. On la vole, on l'admire, on l'aime. Il y a François Ier, il y a Louis XIV, il y a Napoléon, Joséphine de Beauharnais. Tout le monde adore la Joconde. Oui, presque tout le monde. Presque tout le monde, mais il y a toujours certains grincheux qui la critiquent ou qui ne comprennent pas cet attrait. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne l'ont pas bien regardé, parce que, très franchement, bien sûr, la beauté est subjective, mais ça n'est pas la plus belle femme du monde. En revanche, c'est le tableau le plus captivant au monde, et depuis des siècles. Et en fait, vous savez pourquoi j'ai eu l'idée de faire parler la Joconde? C'est parce qu'il y a un peu plus d'1 an, j'ai été au Louvre. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été au Louvre, et j'ai été dans la salle des États où la Joconde est exposée. Elle est protégée par un mur blindé, et unique tableau sur un mur blindé. Et j'ai dû vraiment jouer des coudes pour parvenir jusqu'à elle. Elle est protégée par une balustrade. De chaque côté de la balustrade, il y a 2 gardiens. Et ce qui m'a frappé, c'est que non seulement il y avait une foule très dense et que donc j'ai vraiment dû jouer des coudes pour m'approcher, mais que la plupart des visiteurs la regardaient à travers le viseur de leur téléphone portable ou de leur appareil photo. Et plus incroyable encore, il y en avait beaucoup qui lui tournaient le dos pour faire un selfie avec elle. Et ce qui m'a le frappé, et je dois dire choqué, c'est que ceux qui faisaient un selfie avec elle lui tournaient le dos donc, et après ne se retournaient même pas, partaient. Et alors que là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai pensé, si elle pouvait parler, que nous dirait-elle de ce monde et de tout ce qu'elle a vécu? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, François Divot, elle raconte toute sa vie, qui est une vie incroyable. Incroyable vie, parce que vous le disiez, c'est une commande. Donc, Léonard de Vinci va se faire ce portrait, mais ensuite, il ne va jamais s'en séparer. Il va la trimballer à dos d'âne partout. Il ne va jamais le terminer. Il le termine peu de temps avant sa mort. En fait, il est commandé en 1503 par le mari de Lisa Gherardini, qui s'appelle donc Francesco del Giocondo. Et c'est en 1503 que ce portrait est commandé. Mais il faut savoir que Léonard de Vinci n'était pas que peintre. Il était aussi, et ça on le sait moins, il était aussi ingénieur de guerre au service des Sforza, entre autres. Et il consacrait beaucoup de temps également à concevoir des machines. C'est lui qui a inventé la catapulte. Bon, certes, les Gaulois l'avaient fait avant lui, mais il a encore amélioré le système de la catapulte, les premières armes à feu, et il a sophistiqué tout un pan en fait de l'industrie, y compris hydraulique. C'était un ingénieur hydraulique. Donc il ne consacrait pas uniquement son temps à la peinture. Ce qui veut dire quoi? Quand des grands lui faisaient une commande, bien sûr il s'exécutait. Si les Sforza lui faisaient une commande, il est certain qu'il devait rendre le portrait. Mais si quelqu'un comme Francesco del Giocondo, même si c'était quelqu'un d'important à Florence, un marchand important, lui faisait cette commande, ça passait après ses autres travaux. Comment on explique son attachement à ce tableau? Je disais, il ne va jamais s'en séparer, il va le trimballer à dos d'âne partout. Parce qu'il ne va jamais remettre ce tableau à son commanditaire,
il va voyager, il va quitter l'Italie à l'invitation de François Ier, juste après la bataille de Marignan, pour se rendre justement au château d'Amboise, ou plus exactement au Clos Lucé, qui est juste à côté du château d'Amboise, où il mourra. Il devient le protégé de François Ier, et il part, il faut savoir qu'il traverse toutes les Alpes avec un mulet, sur les flancs duquel il y a 3 tableaux, dont la Joconde. Et parfois, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il fait une halte, il est accompagné par son serviteur et un de ses élèves, Melzi. Il prend ses pinceaux et il arrange un petit détail de la Joconde, il la reprend. Et puis, il la repose. Ouais. Vous voulez dire, il n'est toujours pas fini ce tableau? Non, il n'est pas fini. Et puis, il arrive à Amboise. Et en fait, François Ier, quand il l'a invité à venir à Amboise, lui a donné un challenge. Il lui a dit « J'aimerais que vous veniez exercer vos arts auprès de moi et j'aimerais faire une fête avec un automate extraordinaire. Êtes-vous capable de le construire? Je voudrais un lion automate qui, quand il ouvre la gueule, montre une fleur de lys géante. » Et donc, une fois qu'il arrive à Amboise, eh bien, Léonard va se mettre à la conception et à la fabrication de cet automate tout à fait sophistiqué qui, comme nous le raconte Mona dans mon livre, va faire l'objet d'une soirée incroyable, d'une fête incroyable. Et donc, tout ce temps est pris à la peinture. Et petit à petit, quand il a du temps, justement, il reprend ses pinceaux, il la fignole, si on peut employer ce mot un peu trivial. Mais surtout, ce portrait de 1503, commandé en 1503 et commencé en 1503, au fil des années, Léonard de Vinci l'a fait évoluer. Et si oui, le modèle de la Joconde est bien la Gioconda, je pense, et toutes les preuves que je donne dans le livre par la voix de Mona Lisa l'attestent, je pense qu'il a fait évoluer. C'est-à-dire, il a fait évoluer ce portrait. Non, on a dit que ce visage était le sien. Oui, on a dit aussi que c'était l'un de ses amants. Oui. On a dit un jeune homme, qui était un amant, voilà, puisqu'il était homosexuel. Il était homosexuel. On a dit aussi que c'était le portrait... Certains ont prétendu que c'était le portrait de sa mère, qu'aurait été même une esclave chinoise. Oui, mais alors on l'a sondé, ce tableau, on l'a radiographié, tout ça on l'a dénudé, debout. on a voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Tout ça ne tient pas debout. Hein. Toutes ces hypothèses ne tiennent pas debout parce qu'on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps, un document tout à fait exceptionnel qui date de 1503. Et c'est un ami de Léonard de Vinci qui a écrit dans un cahier retrouvé il y a quelques années seulement. Et en fait, ce n'était pas un cahier, c'était un livre des œuvres de Cicéron sur lesquelles cet ami notait les faits du jour. C'est son carnet du jour, si vous voulez. Et il note en 1503 que Léonard de Vinci travaille sur le portrait de Lisa Gherardini, la Gioconda. Voilà. Donc ça, c'est indiscutable. C'est une preuve on a la absolue. preuve. Oui. Ensuite, bien sûr, avec toutes les avancées de la science, le tableau a été sondé dans ses moindres détails. Elle est en permanence on n'a pas trouvé de messages secrets. Alors, on peut toujours trouver des messages secrets. Je le raconte d'ailleurs. Oui. Elle s'en amuse parce qu'il y a certains, je vous dis, il y a presque autant d'experts de la Joconde que de passionnés par la Joconde. Chacun a son idée. Bon, c'est son idée. Elle se respecte tant qu'elle n'est pas trop, je dirais, vulgaire. Oui. Il y a un Italien qui se présente comme un expert, qui est en fait un ancien confrère, puisqu'il est animateur de radio, mais qui, lui, a été jusqu'à obtenir de déterrer les ossements de Lisa Gherardini pour les comparer à ceux d'un fils et du mari de la Joconde, pour être bien certain que ça matchait avec les enfants, le mari et tout ça. Bon, c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe autour de ce tableau. C'est ça le mystère tableau, de la Joconde. Ça se regarde. Un tableau, ça s'admire. Oui, mais le mystère de la Joconde, c'est quand même cette fascination incroyable qu'elle continue d'exercer. Du fait très simple, mon cher Patrick, que Léonard a mis beaucoup plus que de la peinture dans ce tableau. Il a mis son âme. Et il y a parmi tous les gens qui ont publié des livres sur la Joconde, et on peut faire des bibliothèques entières, il y a quelqu'un qui est un directeur artistique de presse et qui était fasciné par le sourire de la Joconde et le regard de la Joconde. Et pendant 1 an, il a mis une reproduction format A4 face à son bureau. Il a punaisé face à son bureau et tous les jours, quand il travaillait, quand il levait la tête, il avait la Joconde. Et un jour, pris d'une subite idée, il a décroché le papier et il a pris un cutter, il a pris une règle et il a tiré juste un trait droit de cutter sur l'arête du nez. Et il a divisé le portrait en 2. Et là, il a fait une découverte, je trouve, très intéressante, qui, moi, retient mon attention, et je crois que c'est très possible. C'est que d'un côté, le côté droit pour le spectateur, donc gauche
pour la Joconde, le côté droit pour nous, spectateurs, est celui d'une femme jeune, telle que l'était Lisa Gherardini lorsqu'en 1503 son portrait a été commencé, et à gauche, c'est les traits d'une femme plus âgée. Oui, regardez, on va regarder en entier la Joconde, là, on va le revoir, ce portrait. Et on peut incroyable. faire ce test, oui. Non pas au Louvre, c'est décommandé, de toute façon ce serait bien impossible, mais sur une feuille de papier. Et c'est très troublant, parce qu'effectivement, je pense que dans ce tableau, au fur et à mesure que les années passaient, Léonard en a vraiment fait son chef-d'œuvre, mettant tout ce qu'il y avait de plus difficile à peindre, à imaginer et à créer. Elle est touchante, cette Joconde. Merci François Divot. Elle parle. Elle est là, enfin révélée. Moi, Mona Lisa, donc publié aux éditions de l'Opportun. Vous lui dites d'ailleurs, ce tableau veut quoi? 2 milliards, 4 milliards? Il n'a pas de prix. Il n'a aucun prix. Il a été estimé. Il a été estimé à 2 milliards. Mais ça ne veut rien même dire, pas le déficit de la sécurité sociale. Mais on ne peut non, pas le vendre. bien sûr que non. Mais surtout, on ne peut pas le vendre. C'est un bien inaliénable de l'État. Oui. Dieu soit loué. Et encore une fois, ça ne vaut pas plus de milliards que 4 ou 40. Comment quantifier le prix de quelque chose qui n'en a pas? Merci beaucoup François Divot d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci.